Bonjour à tous, salut Zef. Bonjour, salut David. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission spéciale Nouveauté 2022 sur le salon EICMA 2021. Ça reste le beau salon international, donc c'était vraiment sympa de se balader, même si quelques constructeurs n'y étaient pas. Et puis, parmi toutes les vidéos qu'on vous a déjà proposées entre roadster, trail, sportive, routière, il restait quand même les néo-rétro à faire. C'est notre émission d'aujourd'hui, d'autant plus que c'est ton époque. T'es un vieux, donc le néo-rétro va évoquer quelque chose dans ton univers. On va vous parler des nouveautés de l'ancien. Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Mais je déteste ce terme néo-rétro. Je trouve ça... déjà, c'est un oxymore. Ouais. Je trouve ça un peu ridicule et puis un peu pédant aussi. Donc, et puis là-dedans, on fourre plein de motos. Oui, j'adhère pas. Bon, je donne mon avis. Hein. Peut-être tout le monde s'en fout, mais j'avais envie de le dire. On est à la croisée des chemins parce qu'on va retrouver aussi bien une speed triple où on se dit que c'est un roadster, mais en version néo-rétro, café racer. On va retrouver des Brixton Crossfire 500 qui sont nouvelles dans tous les sens du terme. On va retrouver des scramblers. Oui, alors des scramblers et puis une CF moto avec des bracelets. La CLX 700 version sport. Du coup, elle est dans les néo-rétro. Cette catégorie néo-rétro est très, très brouillonne. Elle était finalement plus claire quand on avait la Bonneville, enfin toutes ces odes au passé. À ma jeunesse, comme tu disais, encore que la Bonneville, non, c'est plus vieux que moi quand même. Du coup, il faut... C'est plus toi, ça. C'est ça. Du coup, il vaut mieux commencer par les Royal Enfield, parce que ce sont elles qui symbolisent vraiment cette histoire et où en fait elles n'ont pas bougé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des constructeurs qui ont mis les dernières versions, mais avec un look d'ancienne, elles ne font qu'être dans une logique en fait de construction, et notamment avec ce Twin 650, et puis avec ces séries limitées, parce que mine de rien, cette année, Royal Enfield fête son 120e anniversaire, aussi bien pour des séries limitées de motos au niveau mondial, ils ont même fait des séries limitées de casques, aussi bien des jets que des intégraux, qui sont juste superbes. Pareil, vendus en 120 éditions, parce que ce sont des casques peints à la main. Ils sont juste superbes. Ils ne sont pas très chers, c'était une centaine d'euros. Et on se dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Non, en fait, on peut les acheter sur le site indien. Et en fait, ils sont livrés uniquement en Inde. Donc pour l'Inde, le prix en roupies est quand même relativement cher, même si chez nous, ça nous paraît abordable, surtout si on considère que ce sont des casques peints à la main. Mais revenons à nos moutons, ou à nos motos néo-rétro. Revenons à nos motos. Oui, la Continental GT, bien sûr, c'est une vieille, on a eu la 250 dans le passé, etc. Bon, là, on vient avec la 650, qui, donc, elle aussi, si j'ai bien compris, est fabriquée à la main sur une série limitée, et dont le réservoir est peint à la main aussi. Enfin, on en revient comme l'histoire de casque. Très joli. Ça a l'air très bien fini. C'est superbe. Les coloris qu'ils ont trouvés cette année avec ce noir, avec aussi ce pinstripping qui est réalisé sur différentes pièces de la moto et sont juste superbes. Et à côté de ça, on a presque l'inverse, c'est-à-dire Kawasaki avec sa Z650 RS, du coup, qui revient avec un look d'ancienne année 70-80. Ils ont une tradition sur ce type de modèle-là, mais sur base de la Z650, donc un moteur que l'on connaît bien et largement éprouvé. Voilà, la partie cycle, les suspensions, le moteur, etc., tout est identique à la Z. Il y a juste la position de conduite, et finalement, ce guidon haut lui va encore mieux. Et puis, elle a cette finition particulière qui renvoie à la Z650 de 1977, qui était un 4 cylindres. Donc Kawasaki aussi peut se reposer sur son histoire. Bon, là, tu vois, j'en reviens à cette histoire de néo-rétro. En fait, c'est un beau roadster, quoi. C'est tout. Parce que sinon, on peut... Oui, mais les roadsters, c'est si on reprend les styles Sugumi, style manga, ou alors je parle même pas des MT-10 et des MT-09, très très moderne, look Transformers. Là, on est vraiment dans le look des années 70-80, donc on est quand même néo-rétro. Voilà, alors ça se joue à pas grand-chose, hein. Il suffit que le phare soit rond. Les réservoirs un petit peu ronds également. C'est vrai. La Z650 RS est en effet très bien finie, et moi je la trouve vraiment très jolie. Le tout pour 8300 €. 300 euros. C'est quand même plus cher que le modèle de base. On a un peu l'impression de temps en temps qu'il tire un peu sur la ficelle en termes de tarifs. Oui, parce que malgré tout, Yamaha fait la même chose avec les XSR 700 et XSR 900 par rapport qui reviennent cette année, et elles n'avaient pas beaucoup bougé les années précédentes. Voilà. Là, on a de vrais nouveaux modèles qui bénéficient de plus d'assistance, de nouveaux pneus,
Et des améliorations moteur et partie suspension pareil. Et chez Yam, c'est bien des nouvelles suspensions aussi. De temps en temps. Il n'avait pas le choix, surtout sur la 900. Alors là, on sent clairement Eric de Seine, donc Eric de Seine, le grand patron de Yamaha Europe, qui adore l'histoire, qui adore les modèles des années 70-80. Quand on voit les coloris de la RDLC, on sait exactement d'où ça vient. Et là, je peux le dire en connaissance de cause, parce que j'en avais parlé avec lui, je crois, il y a 8 ou 9 ans, sur une présentation presse. Il m'avait dit, mais on a les dessins des motos avec les coloris des Ténéré, des 500 de Christian Saron, des RDLC et tout. C'est les Japonais qui bloquent, je me bats pour ça. Il s'est battu, elles sont là. Oui, elles sont là. D'ailleurs, elles ne sont pas là que pour les néo-rétro, parce qu'on les a retrouvées sur la série un peu héritage aussi, sur la Ténéré 700, là, qui est en train de revenir. Mais on ne va pas diverger sur les trails, on en a suffisamment parlé. En effet, je trouve que la XSR 700 est plus cohérente en ligne, parce que là, c'est vraiment le look qui compte, même si c'est très bien qu'en effet, elles évoluent sur le plan des suspensions, etc. Mais la XSR 900, je trouve que ce cadre-là, qui monte très haut au-dessus du moteur, lui va pas du tout. Là, pour le coup, c'est forcer le concept néo-rétro. Je reste sur ma ligne du départ. C'est forcer le concept néo-rétro de manière un peu absurde quand même, parce que ce cadre est tellement dévoilé qu'il fait absolument pas... il a rien de rétro, quoi. Il n'y a que le coloris qui est rétro là-dedans. Et cette espèce de phare, on a l'impression qu'il vient d'être planté. Enfin, pour moi, c'est Monsieur Patate, quoi, cette moto. C'est pas sympa pour Monsieur Patate. Je suis vraiment... Non, mais c'est un petit peu ça. Je trouve que ça lui va pas. Autant un beau cadre treillis, un beau twin bien dévoilé. Ouais, là, ça rappelle, en effet, toutes ces motos à la mécanique évidente, parce qu'on les masquait pas avant. Donc là, ça fait vraiment néo-rétro. Là, cette épaisse poutre noire, même si elle bénéficie d'un nouveau procédé de construction, le CF, etc., c'est très bien. Mais... je trouve que c'est pas très bien fait en fait. Et d'ailleurs, Yamaha n'a jamais connu le succès de BMW ou de Triumph dans le segment néo-rétro. En fait, les XSR, c'est presque de la prépa plus que du néo-rétro. Nous, on le met un peu dans néo-rétro parce que c'est pas ni moderne type MT10, ni vraiment ancien, mais ils sont plutôt dans la lignée des préparations, de la fameuse série Faster Zones, de tous les préparateurs auxquels ils ont fait appel pour sortir plein de modèles et de préparations sur leur base. Et les XSR 700 Tribute, etc., qu'on voit cette année, sont dans cet esprit-là pour des motos qui n'ont pas d'équivalent pour le coup. Autant sur certaines néo-rétro, on prend une Z650 RS qui va ressembler au modèle des années 70-80, les XSR, elles ressemblent à rien de connu. Donc elles sont nouvelles, néo, et avec des bouts de rétro, on ferait presque les appeler néo-prépa. Voilà, exactement. Bien faire. En effet, c'est pas... À la limite, c'est vrai que la Kawasaki, la Z, renvoie à la Z. Là, ça renvoie, en tout cas, sûrement pas la RDLC, pas du tout, quoi, malgré la vidéo de promotion. Mais c'est une tendance qu'on retrouve un petit peu ailleurs, parce que Brixton, qui appartient au groupe KSR, donc groupe autrichien, a sorti la fameuse Crossfire 500. Fabriquée en Chine. Mais conçue en Autriche. Mais conçue en Autriche, en termes de look. C'est franchement une moto qui, pareil, sort de l'ordinaire, qui ressemble plus à une prépa, qui est plutôt bien finie, qui a un petit côté néo-rétro au sens selle, un peu... On a l'impression un peu d'une prépa également, qui revient cette année en version XC, c'est-à-dire une version un petit peu plus scrambler, donc qui décline avec un échappement un peu relevé, des nouveaux pneus un peu crampons pour donner ce look un petit peu scrambler. Et puis à côté de ça, surtout, on les voit arriver en 1200 cm3 avec la Cromwell, qui elle ressemble à une bonne ville en fait. Très clairement. Très clairement. On sait d'où vient l'inspiration, mais il avait présenté le concept en 2019 sur le salon EICMA, on y était. Donc là, elle sort vraiment, elle arrive. Là, en termes de prix, on monte à 10 000 €, mais on monte avec une vraie 1200. Pas de puissance extraordinaire, on est sur 82 chevaux, 100 Nm. Ça va donner des machines agréables au quotidien, je dirais, pour aller se balader aussi. Voilà, ça peut marcher parce qu'en effet, c'est quand même nettement moins cher qu'une bonne ville. Alors, je parle d'une bonne ville 1200, évidemment. Et puis, ça a l'air d'être bien fini. Après, il faudrait qu'on l'ait sous les yeux, là. Il va falloir qu'elle sorte vraiment, mais ça a l'air pas mal quand même. Et puis, en effet, là, ça respecte les codes classiques de la custom culture.
selle plate, réservoir machin, ou le scrambler pareil, hein, chez Brixton. Et puis, en parlant de scrambler, on en a un autre là qui s'accroche aussi, c'est le Ducati. Bah, le fameux scrambler Ducati, où c'est presque devenu, pendant une période, une marque à part entière. Ils l'ont un peu sorti, un peu comme Citroën a fait avec ses DS, en fait, en transformant ce qui était une série, entre guillemets, Il y a eu une mode de ça. pour le transformer. Même chez eux, c'était des équipes différentes qui géraient tout ce qui était scrambler du Ducati. C'est en train de se calmer un tout petit peu. Je pense qu'ils ont tiré sur la corde au maximum, mais ce qui n'empêche que ils en sortent 2 modèles cette année. Nouveau, le Urban, et puis le 1100 Tribute Pro. Donc voilà, ils font aussi bien sur les cylindrées 800 que sur les cylindrées 1100 des nouvelles déclinaisons de ces et ça fait un moment qu'ils font modèles. ça, hein, d'ailleurs. Il y a eu le full throttle, je crois, à un moment. Enfin, tous les ans, en fait, ils sont en train de En changer 2019, il y avait eu 5 séries de scramblers différentes C'est ça, voilà. qui étaient sorties. Ouais. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe quand une marque commence à faire ça. Ça veut dire qu'elle essaie de trouver tous les artifices possibles pour fourguer un peu ces motos-là. Alors que je trouve que moi, c'est une très bonne moto, le Scrambler. Et peut-être que ça noie le concept de base d'avoir tous ces modèles, enfin toutes ces versions, toutes ces déclinaisons qui partent un peu dans tous les sens. La Urban, en plus, je la trouve pas franchement jolie. Bon. Ouais, ça c'est une question, les goûts, Voilà. les couleurs, Mais, etc. Par contre, en termes de motorisation, je préfère nettement le 1100 que les 62 et les entrées qui étaient faciles à conduire, mais qui n'étaient pas très expressifs. C'est ça, voilà. Non, le 1100 est très bien, c'est un très chouette moteur. En partie cycle, c'est très bien. C'est à la fois maniable et très, très sûr, quoi, comme Ducati sait le faire. Voilà, il faudrait peut-être revenir à une simplicité, quoi. La simplicité, c'est peut-être finalement d'autres modèles si on reste dans les scramblers avec la Fantic. Et c'est sympa aussi de voir cette Caballero, moto revenir, la Caballero 500 Explorer. Là, c'est le vrai scrambler par contre, c'est-à-dire double échappement haut, juste au ras de la selle, qui doit bien chauffer les cuisses au passage. Ouais. C'est très joli aussi. Il est magnifique. Et dans le dernier coloris qu'ils ont sorti justement pour 2022, franchement, ouais, ça fait tilt. On n'a pas encore toutes les infos. C'est une petite moto, hein, 449 cm3. Donc, urbain plutôt. oui, ça va être de l'urbain, 40 chevaux. On va pas aller faire des bourgs extraordinaires, mais pour une moto accessible tous les jours, avec un look sympa, c'est peut-être aussi ce qu'on demande quand on part dans les prix qu'on voit dans les sportives, sans parler des motos qui sont à 100 000 euros. Là, on revient sur des choses que l'on peut s'acheter au quotidien et ça suffit peut-être finalement. On parlait de simplicité juste avant. Là, c'en est quoi avec la Fantic. Enfin, je dis urbain, oui, mais aussi, pourquoi pas, campagne, quoi. Aller faire un tour, petite route, aller dans les chemins parce que ça s'y prête. Le Scrambler, c'est quand même ça, l'origine. Et là, la Fantic, une petite moto simple, abordable, on ouvre le garage, pof, on part avec. Ouais, là, en revanche, le Néo-Retro, ça me plaît. Alors, chose assez sympa quand même, voir Bimota revivre grâce à Kawasaki qui a racheté la marque. Donc on retrouve enfin la KB4, hommage à la KB1 des années 70. Puis surtout, ils ont fait une déclinaison roadster de la sportive avec cette KB4 RC. Je vous laisse juger pour la partie esthétique, ça, les goûts et les couleurs. Et puis la dernière néo-rétro qui a quand même fait bouger un petit peu les lignes, c'est la fameuse Katana sur base du 1000. Ouais, GSX-R à la base. Donc gros moteur, prix plus élevé aussi, mais plus de chevaux par rapport à ce qui se fait habituellement. Elle revient cette année en bénéficiant de toutes les améliorations apportées sur la GSX-S 1000, et ça c'est bien. Partie cycle, moteur, donc plus de chevaux. Ça, c'est vraiment sympa. Et électronique. Et plus d'assistance, un ride-by-wire, 3 cartos. La vraie nouveauté, c'est surtout le ride-by-wire, quoi, qui permet en plus de décliner ça pour l'électronique, pour perfectionner en fait l'électronique et les données. Après, si je ne me trompe pas, elle a conservé son petit réservoir. Et ouais, c'est un peu ce qui pique quand même. 12 litres, ils auraient pu en profiter pour en rajouter 2 ou 3, même si les consos avec Euro 5 ont tendance à descendre. Ouais, mais malgré tout, quand on fait à peine 200 km avec un plein, bon allez, peut-être 210, 220, enfin ça fait juste quoi. C'est lourd. Ouais, ça fait un peu juste. Et pour autant, c'est une super machine à conduire. Donc tous ceux qui ont une Katana, ils ne tarissent pas d'éloges dessus, parce que c'est une vraie bonne moto. Ouais. Elle a un look, et pour une fois, autant il y a beaucoup de coloris, hein, notamment chez Kawa,
On a vu qu'il y avait beaucoup d'évolutions 2022 qui étaient uniquement des évolutions de coloris sur les différents modèles. La Katana, là, elle sort dans un espèce de bleu sombre, limite pailleté et compagnie, métallisé. Vraiment du plus bel effet. J'étais pas très fanat des coloris de des premières séries de Katana qui faisaient vraiment référence au modèle original. Une espèce de gris. Gris un peu... souris. Ouais, qui... Voilà. Bah, au moins, il respectait l'histoire, mais il n'était pas très avenant. C'est bien fait. C'est rare en fait chez Suzuki d'ailleurs, qui nous habitue plutôt à une finition un peu moins bonne que ses concurrents. Là, on a l'impression que c'est soigné, quoi. Et donc pour une Neo Retro, ça marche bien. Et puis en tarif, ça reste raisonnable quand même. Hein, oui, ça reste raisonnable, surtout en fonction du moteur, même si ça fait quand même 15 000 €. 152 chevaux, quoi. Donc on est vraiment dans le gros roadster en même temps qu'un pied dans le rétro, quoi. Bon, alors maintenant, le néo-rétro, en fait, c'est pour les bobos parisiens. Il y en a un certain nombre qui disent qu'en fait, c'est réservé aux bobos parisiens et puis c'est pas des vraies motos. Ouais, bah alors ça c'était vrai. Et ça revient un peu à ce que tu disais au début, ouais, le néo-rétro, je comprends pas, c'est quoi ce truc-là? Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'on a tendance à fourrer un peu tout là-dedans. Tout le monde y va de sa machine ou de son truc. Bon, il y avait des codes clairs de la custom culture à l'époque, parce que c'est un peu décliné maintenant, à l'époque où elle était très en verve, dans les années 2010. En effet, selle plate, etc., type Bonneville ou Scrambler, avec les pots en hauteur et tout. Et en effet, la Fantique, encore une fois, elle colle. La Royal Enfield, la Continental GT, elle colle. Bon, après, il y en a qui s'approchent de ça. Une peinture, en effet, ou un beau réservoir, ça suffit pas, quoi. Alors après, est-ce que c'est fait pour les bobos parisiens? Les premières, oui, sont faites pour les bobos parisiens parce qu'en fait, en vrai, on ne les voyait que là. Mais après, une Katana, par exemple, non, largement pas. D'ailleurs, je crois qu'un bobo parisien se boucherait un peu le nez. En regardant une Katana. Ouais. Même si, c'est marrant, hein, on est en train de voir que les années 80 commencent à devenir un peu à la mode. C'est-à-dire qu'elles remplacent, ça succède un peu aux motos des années 60-70 qui pendant un moment on n'avait que ça, hein, la bonne ville, le machin, le truc. Et là on commence à trouver sympa une référence à la Katana, une référence à l'ancienne Z, une référence en sportive avec la CBR 900 via la CBR 1000. Donc ce segment là néo-rétro va probablement beaucoup évoluer. Et on le voit aussi d'ailleurs avec les trails parce qu'eux aussi jouent à ça en fait. Énormément. Là on n'a pas parlé. On n'a pas mis de trail dans la catégorie néo-rétro, mais forcément que la Cagiva Lucky Explorer, c'est aussi ça. Elle rentre dedans. C'est parce qu'on en avait parlé dans les trails. Dans notre série trail, on a aussi tellement parlé de la Ténéré 700 dans sa version rallye, prototype, raid, etc. Elles sont superbes, elles reprennent les coloris des anciennes versions. Ouais. Et ça, c'est la partie un peu sympa. Toutes ces séries limitées également. Et en fait, c'est ça, une néo-rétro telle qu'on les voit aujourd'hui, c'est un peu l'impression d'avoir une préparation, rien que pour soi, finalement. Voilà. Alors, il y a quand même une particularité dont je voudrais parler, c'est la CB 1100, la Final Edition, qui va probablement s'arrêter, qui, je trouve, était une très jolie moto. Alors là, pour le coup... c'est du néo-rétro. Honda peut s'appuyer sur son histoire, il n'y a pas de problème. Surtout sur la CB 1100. Et surtout avec la CB. Mais là, je suis vraiment... Enfin, il y a de l'amertume, quoi. Quel dommage que cette moto disparaisse, n'ait jamais connu le succès. Honda a quand même fait... Là, il y a eu une lutte interne intense quand ils ont fait ce moteur qui était un refroidissement par air, avec des ailettes très fines, etc. Les ingénieurs de chez Honda, tu sais, les ingénieurs japonais, ils disent on ne regarde que devant. Nous, on ne revient pas en arrière. Donc, hors de question de faire un moteur à refroidissement pareil, un refroidissement liquide. Finalement, le marketing a poussé à gagner. Ils ont fait ce moteur qui était très joli, qui fonctionnait très bien, à la Honda, d'accord, mais qui fonctionnait très bien. Et tout ça pour rien, en fait. Et ce qui va donner raison aux ingénieurs. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas regarder en arrière. Mais je suis déçu, je suis déçu que cette moto parte. Alors, il paraît en revanche qu'elle va laisser la place à un nouveau projet. Ouais, il y en a un certain nombre, mais qui sortent du cadre du néo-rétro. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette émission spéciale néo-rétro. Et puis, on vous dit à très vite pour la suivante qui arrive juste derrière, c'est-à-dire le top 10. Nos 10 coups de cœur pour les nouveautés 2022. Merci de votre fidélité. Salut. Salut. Ciao.